Bienvenue dans la dernière vidéo sur le fluide de repos, où nous allons étudier les effets de la compressibilité du fluide. Pour ce faire, nous n'allons plus supposer que le paramètre de compressibilité K est petit devant l'unité. Nous allons en revanche négliger les effets visqueux, et donc faire tendre le nombre de Stokes vers l'infini. Cette étude sera une incursion dans le domaine de la vibroacoustique. Reprenons notre vue schématique de la modélisation de l'interaction fluide-structure et posons Stokes très grand devant l'unité. On simplifie alors l'équation de la quantité de mouvement en négligeant les termes d'origine visqueuse, et une fois encore, on remarque que l'équation qui décrit l'état stationnaire est indépendante. On peut donc la mettre de côté pour cette étude. Puisque nous avons affaire à un fluide inviscide, il est à nouveau possible de transformer la condition cinématique en ne s'intéressant qu'à la vitesse normale, vu que le glissement est autorisé. Nous pouvons à présent dériver par rapport au temps la première équation, qui est l'équation de conservation de la masse, et prendre la divergence de la seconde équation, soit la conservation de la quantité de mouvement. Cela nous donne la possibilité de remplacer div de du' sur dt par laplacien de p' dans la première équation, qui ne porte plus que sur la pression. Ensuite, on utilise la conservation de la quantité de mouvement pour faire apparaître la pression à la place de la vitesse dans la condition cinématique, après qu'elle a été dérivée une fois par rapport au temps. Nous obtenons un jeu d'équations qui porte sur le champ de pression et qui est finalement le même que lorsque nous avons étudié les effets inertiels, avec juste un terme en plus, lié à la compressibilité. L'équation qui gouverne la pression est désormais l'équation classique de l'acoustique linéaire dans les fluides. Lorsque l'on couple l'acoustique avec les vibrations de structure, on étudie la vibroacoustique. Dans cette vidéo, nous allons mettre en évidence les phénomènes principaux en considérant un mouvement de structure très simple. Il s'agit du mouvement dit de la sphère pulsante. On peut décrire ce mouvement à l'aide d'un mode de déformation qui est égal à ER sur l'interface en R égale 1 et d'une pulsation sans dimension égale à 1. Tout est unitaire ici car c'est la fréquence d'oscillation et le rayon de la sphère qui sont les quantités qui nous permettent d'adimensionner le temps et les longueurs. En reportant ce champ de déplacement simple dans la condition cinématique, et en remarquant que la normale à l'interface entre le fluide et la structure vaut ER, on obtient une condition sur la dérivée de la fluctuation de pression par rapport à R en R égale 1. Résolvons à présent ce problème. Nous allons chercher une solution à variables séparées qui tient compte des symétries et données du problème, c'est-à-dire un produit d'une fonction de R et d'une fonction du temps égale à E-it. L'équation d'onde dans le fluide se transforme en une équation qui ne porte plus que sur φP. C'est l'équation de Helmholtz. Puisque φP ne dépend que de R, on trouve une équation différentielle simple dont la solution générale est la suivante. C'est la somme de deux solutions en 1 sur R fois une exponentielle complexe. La pression prend alors la forme d'une somme de deux solutions ondulatoires dont l'amplitude varie en 1 sur R. La première onde, au vu de la présence de -kr-t, est une onde qui se propage depuis l'infini vers l'origine. Dans le problème qui nous intéresse actuellement, elle n'a pas d'existence physique, puisqu'il n'y a pas de source acoustique autre que la sphère pulsante. La seconde onde, quant à elle, se propage depuis l'origine vers l'infini. C'est l'onde qui est effectivement engendrée par la sphère pulsante. On ne retient donc que cette solution pour la suite de notre analyse. Il nous reste à évaluer la constante B. On utilise pour cela la condition à l'interface dω0, où dp' sur dr égale E-it. Une fois ce travail fait, on obtient finalement cette expression pour la fluctuation de pression. Nous pouvons à présent projeter cette pression sur le mode de déplacement ER à l'interface. Le calcul donne une force égale à 4π E-it sur 1-i. Repassons cette force en unité physique. On multiplie donc d fois f' par ρl puissance 4 fois ω0 au carré. En faisant ce calcul et en réagençant les termes, on montre finalement que le couplage avec l'acoustique induit une force proportionnelle à l'accélération et une force proportionnelle à la vitesse, c'est-à-dire une masse ajoutée et un amortissement ajouté. La masse ajoutée vaut 4π ρr³ sur 1 plus k au carré. On voit que la masse ajoutée tend vers une constante pour k petit.
Cette constante est ce que l'on trouverait si l'on faisait un calcul de masse ajoutée avec l'hypothèse d'incompressibilité. Rappelons que K est égal à ω0R sur C. On peut en déduire l'évolution typique de ce coefficient en fonction de la fréquence qui est représentée ici graphiquement. Nous avons aussi mis en évidence un coefficient d'amortissement ajouté que l'on peut tracer en fonction de la fréquence pour remarquer que ce coefficient suit la tendance inverse. Nous pouvons distinguer deux régimes différents dans ce problème d'interaction fluide-structure. Dans le cas du premier régime, en basse fréquence, le solide emporte avec lui une petite couche de fluide, mais ne rayonne pas efficacement des ondes acoustiques dans le milieu extérieur. Cela se traduit par une masse ajoutée déterminée par ce petit volume de fluide qui accompagne la sphère dans son oscillation, et un faible amortissement ajouté, puisque peu d'énergie est transmise à l'extérieur. Dans le régime en haute fréquence, au contraire, la couche de fluide qui accompagne le solide est très fine, et la masse ajoutée diminue. En revanche, le rayonnement est efficace. Beaucoup d'énergie est transmise au fluide sans être restituée, et par conséquent, l'amortissement ajouté est important. Il est à noter que dans la communauté de l'acoustique, on représente plus volontiers cette interaction dynamique entre le fluide et le solide au travers d'un nombre complexe appelé impédance de rayonnement, qui est le rapport entre la pression et la vitesse à l'interface. Dans ce cadre, la masse ajoutée est proportionnelle à ω0 fois la partie imaginaire de Z, tandis que l'amortissement est proportionnel à la partie réelle de Z. Nous en arrivons à la conclusion de la dernière vidéo de notre série sur les oscillations de structure dans les fluides de repos. Nous avons mis en évidence des concepts et phénomènes de vibroacoustique sur le problème simple de la sphère pulsante. Le rayonnement acoustique a été calculé. Nous avons mis en évidence une masse et un amortissement ajouté. Le paramètre fondamental qui quantifie ces quantités est le paramètre de compressibilité. Pour qui voudrait faire le lien avec les ouvrages d'acoustique, ce paramètre peut être finalement vu comme le produit du nombre d'ondes et de la taille caractéristique de la source rayonnante, très souvent appelée Ka. On pourrait à présent aborder le rayonnement de sources différentes, n'ayant plus d'invariance sphérique. Les calculs seraient plus complexes. On introduirait la notion de directivité de la source, c'est-à-dire un rayonnement qui dépend de la direction, mais la physique serait inchangée. Enfin, il faut noter que nous venons d'étudier le couplage entre une vibration et des ondes se propageant dans un espace infini. On pourrait aussi considérer le milieu fluide fini. Dans ce cas, l'approche modale serait plus pertinente pour décrire la physique du milieu fluide. On aurait alors affaire à un couplage entre les modes de structure et les modes acoustiques. Il faudrait alors s'inspirer de la démarche de modélisation que nous avons effectuée pour le couplage entre des modes de surface libre et les modes d'un réservoir, dans la vidéo 3.1. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous pourrons commencer l'étude de l'interaction entre des structures et des fluides en écoulement.